Imagine que tu t'embarques pour une expédition arctique unique en son genre, avec pour destination la côte est du cap Bathurst, dans les territoires du nord-ouest du Canada. Il paraît que cet endroit n'a pas son pareil sur la planète Terre. La destination finale est un lieu incroyable, connu sous le nom de Smoking Hills, ou collines fumantes en français. Ces roches striées de rouge brûlent sans cesse depuis des siècles. On y trouve des minéraux qui n'existent qu'en dehors de notre planète, sur Mars. Certains scientifiques pensent même que le site pourrait être un cas d'étude pour découvrir la vie sur la planète rouge. À bord du petit vaisseau de croisière, tu sors sur le pont et tu es témoin d'une scène inhabituelle à l'horizon. Tu vois des nuages de fumée se former près d'une colline en bord de mer. C'est comme si des centaines de personnes avaient allumé des feux de camp en même temps. Mais cette fumée n'est pas d'origine humaine, te dit ton guide. La plupart des gens pensent alors qu'il s'agit d'un volcan. Certaines personnes sur le pont suggèrent même qu'une éruption pourrait se produire d'un moment à l'autre, à en juger par son aspect. Ton guide rit, expliquant que c'est loin d'être le cas. Les volcans se trouvent généralement sur le bord des plaques tectoniques. C'est une faille de la croûte terrestre qui permet à la lave chaude et au gaz de s'échapper vers la surface. Or, les Smoking Hills sont une toute autre histoire. La fumée constante est causée par un phénomène naturel, mais tu vas tout apprendre à ce sujet au cours des prochains jours. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces roches n'ont pas commencé à brûler il y a bien longtemps. Selon les experts, le sol des Smoking Hills dégage des nuages de fumée depuis au moins 200 ans, sans arrêt. Oui, tu as bien entendu, mais ils ne savent toujours pas depuis combien de temps elles brûlent. Cela pourrait se compter en milliers d'années. Avant que tu ne quittes le navire, quelques recommandations s'imposent. Le chef d'expédition explique que tu vas pénétrer dans une zone à haut risque. Il faut donc remplacer tes chaussures de randonnée et tes vêtements habituels par une combinaison spéciale et un masque à gaz avant de monter sur le site. Les nuages de fumée que tu observes maintenant à une distance sécurisée sont composés d'acide sulfurique. Or, ce produit chimique est très corrosif et tu dois faire attention en respirant son air. Alors n'oublie pas de garder ton masque. Oh, et aussi tentant que cela puisse paraître, ne touche à rien avec tes mains nues. La légende dit que le premier équipage à explorer les Smoking Hills les ont trouvés par erreur. Et ces gens n'avaient aucun des équipements que tu vas utiliser. Les premiers témoignages écrits sur les Smoking Hills remontent aux années 1800. Le capitaine irlandais Robert McClure dirigeait une expédition pour retrouver l'explorateur perdu Sir John Franklin qui avait disparu depuis plus de 5 ans. L'équipage a pris une mauvaise direction en cours de route et est tombé sur ces rochers brûlants. Ils pensaient aussi qu'il s'agissait d'un volcan actif, tout comme toi, mais ils ont découvert à quel point ils se trompaient lorsqu'ils se sont approchés. Par curiosité, McClure a rapporté un échantillon de roche sur le bateau et on raconte que l'échantillon a fait un trou dans son bureau en acajou. Souviens-toi de cela quand tu auras envie de rapporter un souvenir à la maison. Il ne fera peut-être pas un trou dans ton bureau, mais il s'échappera certainement de ta poche ou de tout autre récipient que tu essaieras d'utiliser pour le récupérer. Maintenant, c'est le deuxième jour et tu es prêt à explorer les lieux. L'équipage de l'expédition est divisé en petits bateaux. En chemin vers le rivage, tu remarques un groupe d'animaux. Ils sont loin de la fumée et on dirait qu'ils viennent de faire un bon repas. Les Smoking Hills sont situés dans la toundra arctique, qui abrite une faune et une flore riches et variées. Lentement, tu t'approches de la rive. Tu vois maintenant que les falaises sont faites de roches striées de rouge qui semblent avoir été peintes à la main par quelqu'un. Il existe un autre endroit sur Terre avec des collines similaires et il se trouve au Pérou. Le site, surnommé Montagne Arc-en-Ciel ou Montagne aux 7 couleurs, est lié à un phénomène naturel fascinant. Les montagnes ont été formées par la sédimentation de différents minéraux. Alors que les Smoking Hills sont principalement rouges, les montagnes péruviennes ont des bandes de couleurs lavande, or, rouge et même turquoise. Lorsque tu quittes enfin le bateau au pied des Smoking Hills, tu commences ton ascension. Marcher est difficile avec tes bottes spéciales. Les semelles sont faites spécialement pour supporter des températures élevées, mais c'est vraiment difficile de garder l'équilibre. Avant même de t'en rendre compte, tu es au plus près des rochers brûlants. Ta première pensée est de partir de là aussi vite que possible.
Les conditions pour la vie humaine sont extrêmes. C'est inhospitalier et tout indique que tu ne devrais pas rester longtemps ici. Mais tu es aussi extrêmement curieux. Tu te demandes comment ces pierres peuvent continuer à brûler aussi longtemps. La science derrière tout cela n'est pas très compliquée. Les roches que tu vois s'appellent des schistes. Il s'agit d'un type de roche sédimentaire formé par des minéraux argileux. Ton guide t'explique que le secret de la fumée se trouve au sol, qui est formé par le soufre et le charbon. Lorsqu'ils entrent en contact avec l'oxygène, ils s'enflamment spontanément, libérant la fumée que tu vois. Les quelques étangs de la région contiennent une eau très acide. Les scientifiques affirment que cette région du monde est la seule à présenter un pH négatif. Cela signifie que cette eau est naturellement corrosive. Alors ne t'avise pas de la boire. Assure-toi d'apporter ta propre bouteille d'eau lorsque tu quittes le navire. Tu passes quelques heures sur le site, mais cela semble durer une journée entière. Les combinaisons sont lourdes et respirer à travers un masque à gaz n'est pas très confortable. À la fin de la journée, tu retournes sur le bateau, profitant en chemin d'un magnifique coucher de soleil arctique. Le matin de ton 3e jour, tu vas avoir une belle surprise. Tu ne vas pas faire une nouvelle sortie. Non, au lieu de cela, tu vas faire un voyage dans l'espace. Métaphoriquement, bien sûr. Ton guide parle du lien entre les Smoking Hills et Mars. La recherche de la vie sur Mars a été un voyage à part entière. Mais récemment, les scientifiques ont découvert la présence passionnante de jarosite sur les Smoking Hills. Et devine quoi? La jarosite est un minéral abondant sur Mars. Les experts pensent que cela peut indiquer que Mars a eu de l'eau courante à un moment donné de son histoire. Car la jarosite a besoin d'eau souterraine pour se former. Cette découverte pourrait rapprocher la science d'une incroyable percée. La vie a-t-elle vraiment existé sur d'autres planètes du système solaire? Mars a toujours été sur le radar de la recherche scientifique comme la planète la plus susceptible d'avoir développé la vie. La température atmosphérique actuelle est insupportable pour la vie en surface, mais elle était similaire à celle de la Terre à un moment donné. La preuve la plus importante serait de trouver des traces d'eau courante. En ce moment même, le rover Curiosity est à la recherche de toute information pouvant suggérer l'existence de la vie sur Mars, passée ou présente. D'ailleurs, ce robot curieux explore la surface de la planète rouge depuis maintenant plus de 3566 jours. Si tu fais le calcul, cela fait 9 ans et 279 jours. Et au cas où tu te demanderais pourquoi nous sommes si impatients de trouver de la vie sur d'autres planètes, eh bien sache que selon la NASA, la recherche de la vie sur d'autres planètes peut nous aider à expliquer beaucoup de choses sur notre propre histoire. D'où nous venons et peut-être même où nous allons. Et qui aurait pu deviner que les scientifiques pourraient commencer à trouver des réponses à ces questions dans la toundra arctique? Excitant, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le 4e jour à bord du navire, et l'expédition touche à sa fin. Il est temps de rentrer sur le continent. Tu viens de visiter l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde, qui t'a certainement laissé beaucoup d'impressions. Il est désormais temps de nous dire ce que tu as pensé de ce voyage et ce que tu as appris en... Des centaines de vaisseaux spatiaux décollent de la surface de la Terre et se dirigent vers Mars. Avance rapide de 7 mois, et cette flotte spatiale est toute proche de la planète rouge. Bientôt, ils vont tous atterrir, et quelques milliers d'êtres humains deviendront les premiers citoyens de Mars. Peut-être ne retourneront-ils jamais sur leur planète natale, parce qu'il y aura ici absolument toutes les conditions pour une vie confortable. Il faut du temps et de nombreuses expéditions pour créer une colonie autosuffisante sur Mars. Voici comment, étape par étape, les gens pourraient y construire une ville à part entière, avec des usines, des hôpitaux, des logements et même des bars et des restaurants. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment pour lancer la fusée. Une fenêtre de lancement s'ouvre une fois tous les 780 jours, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. Dans ce cas, le voyage prendra environ 6 à 7 mois. Passons à la rampe de lancement. Ici, nous voyons le vaisseau spatial relié à une fusée d'appoint. Allumage des moteurs. La fusée envoie le vaisseau spatial dans les airs. Elle se désarime ensuite et retombe sur la Terre. Au même moment, les moteurs du vaisseau spatial se mettent en route et le propulsent vers l'orbite de stationnement de la Terre. Pour effectuer cette ascension, le vaisseau a utilisé presque tout son carburant et doit maintenant être ravitaillé. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre fusée. Une énorme grue accroche un autre vaisseau spatial à la fusée. Il y a d'énormes réservoirs de carburant à l'intérieur de ce deuxième vaisseau.
La fusée décolle de la Terre et emmène le ravitailleur en orbite. Il s'arrime au premier vaisseau spatial et le remplit de carburant. Le voyage dans l'espace peut nécessiter un total de 5 ravitaillements de ce type. Et pour la première mission visant à construire une colonie sur Mars, nous avons besoin de 5 vaisseaux spatiaux principaux. Cela fait donc environ 25 lancements depuis la Terre. Si l'on considère que la fusée coûte 230 millions de dollars, le ravitailleur 130 millions de dollars et le vaisseau lui-même 200 millions de dollars, le prix de la mission à ce stade est déjà impressionnant. Donc, allumage, avance rapide dans le temps et les 5 premiers vaisseaux descendent vers la surface de Mars. Ces vaisseaux n'ont pas amené les premiers humains. Ils ne transportent que des charges utiles, comme des réserves de nourriture et d'eau, de l'oxygène pour respirer et des fournitures médicales. Il y a aussi les premiers modules de vie, des systèmes de gestion des déchets et un grand nombre de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Avant d'atterrir, l'un des vaisseaux lance un système de satellites en orbite. Il assurera la communication sur la planète rouge. Les robots commencent leur travail sur Mars. D'abord, tout un tas de petits rovers s'alignent et déplient des panneaux solaires. Leur surface totale atteint la taille de 7 terrains de football. Ils sont beaucoup moins efficaces sur Mars que sur Terre. Les fréquentes tempêtes de sable recouvrent la surface des panneaux. Mais en même temps, les vents forts de la planète rouge aident aussi à balayer tout ce sable. D'autres rovers, équipés de puissantes foreuses, commencent à chercher de l'eau dans le sol martien. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, les gens commenceront à produire du carburant. Nous combinerons le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau extraite à une température élevée et sous haute pression. Cela permettra d'obtenir du méthane pour les fusées et de l'oxygène pour respirer. Depuis février 2021, le rover Perseverance de Mars teste la technologie d'extraction de l'oxygène. Il y a un boîtier à l'intérieur baptisé MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Ce dispositif aspire l'air martien à l'intérieur, puis, sous haute pression, extrait un atome d'oxygène du dioxyde de carbone. Un tel appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, peut fournir suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute puisse respirer. Mais si l'on construit le même mécanisme de la taille d'une grande usine, il produira de l'oxygène pour une colonie entière et rejettera le reste dans l'atmosphère de Mars. Un autre groupe de rovers travaille à transformer la surface de Mars en zone d'atterrissage pour préparer la prochaine étape de colonisation de la planète rouge. À ce moment-là, la population robotique de Mars travaille à ces tâches depuis 2 ans et 2 mois, et les humains sur Terre ont attendu qu'une nouvelle fenêtre de vol s'ouvre. Cette fois, ce ne sont pas 5, mais 12 vaisseaux spatiaux qui arrivent sur Mars. 10 d'entre eux sont des vaisseaux cargo qui apportent des matériaux de construction, du carburant et d'autres fournitures, ainsi que beaucoup d'équipements scientifiques et des imprimantes 3D. 2 autres vaisseaux transportent les premiers astronautes interplanétaires. Les portes des vaisseaux s'ouvrent et 30 héros posent le pied sur la surface de Mars pour la première fois de l'histoire. Ces personnes sont des scientifiques, des ingénieurs et des médecins. Ils ont subi un processus de sélection très strict et un long entraînement pour devenir les premières personnes à fouler une autre planète. Et ces personnes n'ont pas de billet de retour. Ils devront rester sur Mars pendant au moins 2 ans. Pour l'instant, les astronautes vivent encore dans leur vaisseau spatial et essaient de s'habituer aux conditions inhabituelles de Mars. La température ici est d'environ moins 62 degrés Celsius. De plus, la gravité sur Mars est 2,5 fois plus faible que sur notre planète natale. Cela signifie qu'une personne ici peut sauter 2 fois plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais les muscles du corps humain ont du mal à s'habituer à une telle différence. Les astronautes ne peuvent donc pas travailler à plein temps. La première chose qu'ils font est de décharger les cargos et de déployer les systèmes de survie. Certaines personnes expérimentent la transformation du sol martien en matériaux pour les imprimantes 3D. D'autres installent des serres et cultivent le sol pour faire pousser des plantes. Le système de recyclage des déchets humains que les robots ont apporté ici est utilisé pour fabriquer des engrais pour les plantes. Encore 2 ans et 2 mois ont passé. Nous assistons au lancement d'un vaisseau spatial, non pas depuis la Terre, mais depuis Mars. Les 30 astronautes ont terminé leur mission et sont sur le chemin du retour. Il est plus facile pour les vaisseaux spatiaux de décoller de Mars car la force gravitationnelle y est moins conséquente. Au même moment, des vaisseaux sont lancés depuis la Terre. Ils amènent près de 100 nouveaux colons et encore plus de fournitures sur Mars. Lorsque cette flotte spatiale arrive sur la planète rouge, les astronautes peuvent goûter les premiers aliments cultivés ici. Les imprimantes 3D commencent à construire des maisons sur Mars. Elles impriment des enveloppes extérieures à partir du sol martien et de déchets végétaux. Ces coquilles protégeront les habitations des radiations solaires et des vents violents. À l'intérieur des coquilles, les gens construiront des maisons permanentes, gonflables et équipées de modules apportés directement depuis les vaisseaux spatiaux.
Ces maisons ont des plateformes d'habitation, des plateformes de recherche et des centres de communication. La construction se poursuit pendant 2 ans encore, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre de vol s'ouvre à nouveau. Certains astronautes quittent Mars, mais de plus en plus de personnes viennent ici à chaque nouvelle mission. Ils ne vivent plus à bord des vaisseaux spatiaux. Il y a des maisons souterraines confortables et des abris imprimés en 3D. La plupart des aliments sont déjà produits sur Mars. Une nouvelle génération de robots travaille avec les agriculteurs. D'autres robots aident à construire encore plus de maisons pour accueillir la population humaine toujours plus nombreuse. Encore 2 années se sont écoulées. Diverses agences spatiales lancent leur mission vers Mars. Il y a plus de gens, plus de matériel scientifique et même des aquariums avec des poissons. En 2035, Mars et la Terre sont à une distance record. Les gens envoient donc une énorme flotte de vaisseaux avec des astronautes et des matériaux de construction. À ce moment-là, la colonie humaine ressemble à une petite ville, avec de nombreux dômes interconnectés. Ses habitants ont déjà commencé à construire un réseau souterrain de tunnels pour se déplacer entre les maisons, les laboratoires et les usines. Ils ont également construit le premier hôpital. 2 ans plus tard, la population de Mars atteint la barre des 1500 habitants. Presque toutes ces personnes deviendront des résidents permanents de la planète. 4 ans et 2 autres fenêtres de lancement plus tard, le premier restaurant ouvre ses portes. La construction d'une centrale nucléaire commence également. Une fois qu'elle sera terminée, les Martiens n'auront plus besoin d'un approvisionnement constant depuis la Terre. D'en haut, la colonie ressemble à une petite ville. Il y a une section agricole, où l'on cultive de la nourriture, une section d'habitation et une zone industrielle. Et à chaque nouvelle mission, les gens apportent de plus en plus de panneaux solaires. Désormais, leur surface totale équivaut à des dizaines de terrains de football. Tout cela permet aux astronautes de se sentir comme chez eux. De plus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réserves de nourriture de la Terre. 20 ans de colonie humaine sur Mars. La population est maintenant d'environ 30 000 personnes. Les travailleurs commencent à faire venir leurs familles sur Mars. Les premières écoles sont construites. 30 ans plus tard, la population compte déjà plus de 100 000 habitants. L'infrastructure de la colonie lui permet d'être complètement autosuffisante. Les gens produisent suffisamment de nourriture, obtiennent suffisamment de carburant et d'oxygène. À ce moment-là, les premières plantes commencent à pousser dans le sol martien. Il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, les arbres plantés dans les serres y contribuent. L'effet de serre dû à toute l'activité humaine contribue à réchauffer la surface de Mars, ne serait-ce qu'un peu. Les gens doivent encore porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils vont à l'extérieur. Il faudra encore de nombreuses années avant que les gens puissent respirer sur Mars comme ils le font sur Terre. Petit à petit, des rivières et des lacs apparaîtront. Des plantes vertes couvriront la plupart des terres. Et alors, les habitants de Mars pourront sortir sans masque à oxygène et considérer la planète rouge, désormais verte, comme leur maison. Tu prends une fusée pour aller sur la Lune. Elle atterrit. Tu mets ton uniforme de travail. Et tu vas faire ton boulot dans une usine locale qui extrait l'eau du sous-sol de la Lune. Il y a aussi des usines de carburant. Des dizaines de personnes dans des rovers lunaires parcourent l'étendue du satellite naturel de la Terre. À la fin de ton service, tu montes à nouveau dans la fusée. Elle te ramène chez toi comme un bus normal. C'est exactement ce que la NASA envisage de faire. Et la première étape de ce projet est la mission Prime 1. Prime est l'acronyme de Polar Resources Ice Mining Experiment. La mission commence en 2022. Allons la découvrir de plus près étape par étape. Une fusée de propulsion et un deuxième étage sont montés sur la rampe de lancement. Feu! Les moteurs de la fusée commencent à brûler du carburant et nous montons. Bientôt, la fusée atteint une vitesse d'environ 38 600 km/h. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance entre New York et Londres en seulement 8 minutes. Une fois que le propulseur a épuisé tout son carburant, il se détache et se pose en douceur sur la Terre. Le deuxième étage avec la capsule spatiale allume ses moteurs quelques secondes après le retrait du premier étage. La fusée continue donc à monter. Une fois qu'elle a atteint son orbite, la capsule spatiale s'ouvre. Elle libère le module d'atterrissage lunaire Nova C. C'est un vaisseau spatial cylindrique aussi long qu'une berline et légèrement plus large que la taille d'une personne moyenne. Le moteur démarre et commence alors le voyage. D'abord, le module effectue un cercle autour de la Terre. Il s'agit d'une manœuvre gravitationnelle qui lui permet de prendre de la vitesse sans gaspiller trop de carburant. Comme l'atterrisseur lunaire est toujours en orbite, la gravité de la Terre l'affecte. Le vaisseau spatial semble tomber, mais pas vers la surface de notre planète, le long de sa trajectoire orbitale. Après un tour de la Terre, l'atterrisseur ajuste sa trajectoire et se dirige vers la Lune. La distance qu'il doit couvrir est de 384 000 km.
Cela équivaut à 9 tours et demi de la Terre, ou 93 tours des États-Unis d'une côte à l'autre. Les vaisseaux spatiaux modernes peuvent couvrir cette distance en 9 heures seulement. C'est un peu plus qu'un voyage en avion de New York à Los Angeles. Dans le même temps, il a fallu environ 72 heures aux premiers astronautes pour se rendre sur la Lune. Très vite, Nova C est proche de sa destination. Il fait un nouveau tour autour de la Lune pendant sa descente. Les scientifiques ont déjà choisi l'endroit parfait pour son atterrissage. Il y a plusieurs exigences. Tout d'abord, il doit y avoir des signes indiquant qu'il pourrait y avoir de la glace sous la surface à cet endroit. Deuxièmement, le module lunaire doit être capable de maintenir une communication radio avec la Terre. Et cela est impossible si l'atterrisseur se trouve sur la face cachée de la Lune. Lorsque les premiers astronautes ont volé autour du satellite naturel de la Terre, le contact avec eux a été perdu pendant quelques minutes. La connexion n'a repris que lorsque leur vaisseau spatial est sorti de la zone d'ombre de la Lune. La dernière exigence pour la zone d'atterrissage est la lumière du Soleil. L'atterrisseur est équipé de panneaux solaires pour alimenter son équipement scientifique, ses ordinateurs de bord et ses modules de communication. Il a donc besoin de la lumière directe du Soleil. L'atterrisseur se rapproche de la surface de la Lune. Le vaisseau spatial ralentit en s'approchant du site d'atterrissage. Maintenant, il est presque en vol stationnaire dans l'air. Encore quelques secondes et... posé. Le vaisseau spatial fait un atterrissage en douceur. Il est temps de percer la surface. Pour cela, le module possède un dispositif appelé Regolith and iDrill for Exploring New Terrain. Pour faire simple, c'est une grande foreuse d'1 mètre de long. C'est presque aussi long que la jambe d'une personne adulte. Une fois le bon endroit choisi, l'appareil est déposé sur le sol lunaire. Le forage va se faire en plusieurs étapes. L'atterrisseur devra soulever la foreuse à plusieurs reprises pour faire sortir la Terre du trou de forage. Sinon, il risque d'endommager la mèche du forêt. Ensuite, l'atterrisseur devra analyser la composition du sol. Pour ce faire, il transporte un spectromètre de masse qui observe les opérations lunaires, appelé M-SOLO. Son travail repose sur un principe simple. Il ionise ou charge les particules du sol pour les faire bouger. Il crée ensuite un champ magnétique puissant qui affecte les particules chargées et leur fait changer de trajectoire. Les substances, leurs molécules et leurs atomes se déplacent différemment dans le champ magnétique. Ainsi, en analysant les changements dans leur trajectoire, nous pouvons identifier la masse et la charge de chaque particule. Il ne nous reste plus qu'à consulter le tableau périodique de Mendeleïev et voir quels atomes nous pouvons trouver dans les échantillons. Les scientifiques espèrent trouver de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Le pôle sud de la Lune est un endroit idéal pour garder la glace à portée de notre foreuse. L'équateur serait un endroit idéal pour maintenir le contact radio et alimenter les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais cette zone sera probablement trop chaude pour contenir de la glace. Le module d'atterrissage transportera également un hopper lunaire. Cet engin sera utilisé pour explorer la surface de la Lune. Il portera une charge d'environ 0,9 kg. Les scientifiques testeront également la technologie de communication 4G. Le module doit avoir des modules spéciaux pour cela. Si le test est concluant, les gens pourraient être en mesure d'utiliser la couverture cellulaire pour communiquer sur la Lune, comme nous le faisons sur Terre. Mais le principal objectif de la mission est de prouver que les ressources trouvées sur la Lune peuvent être utilisées à l'avenir. Dès 2023, la NASA prévoit d'envoyer sur la Lune un rover autonome appelé Viper, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Il se posera au pôle sud de la Lune pour les mêmes raisons, la connexion avec la Terre et la lumière du Soleil. Le rover lui-même aura la taille d'une voiture de golf. Il transportera une foreuse et un analyseur de sol. Les scientifiques ont déjà tracé un itinéraire pour le véhicule. Il est d'environ 16 à 24 km de long. Il faudra 100 jours à Viper pour parcourir cet itinéraire. Il va forer le sol à la recherche de glace lunaire et marquer ses découvertes sur la carte. Il sera nécessaire de préparer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Elle contribuera également à leur fournir des ressources précieuses comme l'eau. Plus tard dans les années 20, la NASA lancera la mission Artemis. À cette fin, les scientifiques construisent le vaisseau spatial Orion depuis des décennies. Il peut transporter 6 astronautes. Le véhicule de lancement qui emmènera Orion en orbite s'appelle le Space Launch System. Lorsqu'il sera prêt, ce sera la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Le premier vol se fera sans équipage. Il est prévu pour 2022. Comme le module d'atterrissage lunaire, le vaisseau spatial montera en orbite, fera un tour de notre planète et se rendra sur la Lune. Une fois qu'il aura atteint le satellite, il restera en orbite pendant 6 jours, puis reviendra sur Terre. Au total, il passera 25 jours dans l'espace. La deuxième mission est prévue pour septembre 2023. Cette fois, nous enverrons 4 astronautes sur la Lune. Ils voleront autour du satellite naturel de la Terre et reviendront sans se poser sur la surface lunaire.
Il s'agira de la première mission avec équipage sur la Lune depuis 1972. La troisième mission, Artemis 3, est prévue pour le 55e anniversaire du premier alunissage, en 2024. 4 astronautes se rendront sur l'orbite de la Lune. Une fois sur place, 2 d'entre eux se déplaceront vers le vaisseau HLS. Il s'agit d'un nouvel alunisseur conçu par SpaceX. Ils effectueront ensuite un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune. Les astronautes y passeront plusieurs jours. Puis le vaisseau retournera en orbite, s'amarrera à Orion et reviendra sur Terre. Il est également prévu de construire une station spatiale dans l'orbite lunaire, la Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire. Elle sera presque comme la Station spatiale internationale. Elle sera assemblée à partir de nombreux modules, tout comme l'ISS. Il y aura un élément de puissance et de propulsion. Ce sera le premier module équipé de moteurs pour la manœuvre et la propulsion. Il y aura également des panneaux solaires qui alimenteront la station. Un autre module servira à plusieurs fins, notamment la communication et le ravitaillement. Ensuite, il y aura plusieurs modules de vie. Ils pourront accueillir plusieurs astronautes pour une période allant jusqu'à 90 jours. C'est là qu'ils mangeront, dormiront, s'entraîneront et mèneront des expériences scientifiques. La station sera équipée d'un bras robotique. Il aidera les vaisseaux spatiaux à s'amarrer à la station, ainsi qu'à installer des équipements scientifiques supplémentaires à l'extérieur de la station. Il y aura un module de SAS. Les vaisseaux spatiaux entrants pourront s'amarrer à la station. Ce sera comme un parking pour déposer et récupérer des passagers. Les astronautes pourront également l'utiliser comme une porte vers l'espace. Il y aura un véhicule de renvoi d'échantillons, un petit vaisseau spatial qui livrera des échantillons du sol lunaire à la station. Il sera entièrement robotisé. La passerelle sera beaucoup plus petite que l'ISS. À titre de comparaison, la station géostationnaire comprend actuellement 11 modules et son coût total est d'environ 150 milliards de dollars. À l'avenir, nous utiliserons cette station comme rampe de lancement pour envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes, comme Mars ou dans l'espace lointain. Les fusées lancées depuis l'ISS auront besoin de beaucoup moins de carburant, car elles n'auront pas à lutter contre la gravité terrestre. Mais les astronautes de la passerelle seront plus en danger que ceux de l'ISS, à cause des radiations. Le champ magnétique de la Terre agit comme un bouclier qui disperse les rayons nocifs du Soleil. Et les astronautes qui séjournent là-bas ne reçoivent pas beaucoup plus de radiation que les passagers d'un avion commercial sur Terre. La Lune est trop éloignée du champ magnétique de notre planète. Tous les modules de la station Gateway, eux, devront donc être davantage protégés du rayonnement solaire.